RCF. Allez, chers auditrices et chers auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve après 15 jours et un bon week-end de pêche. On est de retour dans la mission la semaine de Moulin Maillot. On se demande ce qu'on a pêché. On se demande. On est à la veille du week-end des rameaux. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, Dédé, rien pêché. Bon, ça, on verra. comme chaque lundi à mes côtés, il est avec moi, c'est Armand. Comment ça va, Armand? Ben écoute, ça va. On a passé une bonne fin de tournoi. Finalement, ça va. On y reviendra, mal, mais j'ai vu un match extraordinaire. Ah, moi j'en ai vu plusieurs. Mais je parle de celui-là en tout cas. Enfin, après il y en a eu d'autres, mais on y reviendra. Oui. Un week-end plus compliqué pour toi, Lolo. Ouais, plus compliqué pour nos handballeurs varois, voilà. Ouais, un week-end sans. Ouais, voilà. De toute façon, moi, j'ai remarqué que si ça va au hand, ça va pas au rugby, ça va au rugby, Exactement. Ça va pas. Exactement. Ça va jamais ensemble. Mais ça va plus souvent bien au hand qu'au rugby. On est d'accord. Voilà. Cette année, on va pas se mentir. J'espère qu'on arrivera à inverser la tendance. Mais j'espère pas. Bah, c'est-à-dire que la saison risque de s'arrêter bien. Déclaré, Lolo. Le problème, c'est que tel que c'est parti, le hand et le rugby, il risque de s'arrêter très vite. Il y a des chances. Parce que vu que le hand, ça s'arrête en avril quoi qu'il arrive, toi tu vas pas en phase finale, en avril c'est fini aussi. On verra bien. On verra. À part Saint-Raph qui finira en juin, ouais, bon, on verra ça. Rugby, du coup, on va revenir sur moi que j'appellerais ce match magnifique, et je tiens à féliciter quand même l'équipe d'Angleterre parce qu'ils ont quand même fait un très beau match. Ça fait mal, hein. Mal de le dire. Mais après leur belle victoire contre l'Irlande, on faisait pas les marioles, hein. Ah, mais 33-31. Annoncé, garçon, annoncé, et tu le gagnes à la dernière minute, tout va bien, quoi. Merci, monsieur Ramos. Tu le perds. Attends, pas merci, monsieur Ramos, parce que l'ensemble de son match, voilà, il y a à redire, il y a à boire et à manger, hein, quand même. Moi, je dirais merci la troisième ligne, pas pareil. Et moi c'est Cross qui m'a les trois et les cinq, tu vois, Méafou, Flamand et Olivon, Aldrit, je le trouve un peu en dedans en ce moment. Ouais, mais bon, il a été là, il te ceinture bien l'histoire. Et Cross a été magnifique, je suis désolé. C'est l'homme du match, hein, Cross, il avait son casque au début, Aldrit, je me suis dit, mais Aldrit, il a le 6 parce que je le voyais au taquet. En fait, je me suis aperçu que Cross aussi, il a un casque. Oui, il a été c'est pas nouveau, ça a toujours été. Après Charles, fidèle à lui-même. Charles, c'est un garçon discret, il fait son taf. Ça match. Permet à Galtier de dire que bon, on va l'enlever parce que je le trouve pas génial, mais en attendant, quand il est sorti, c'est plus pareil. Non. C'est comme à chaque fois, tu sais. Ah ouais. On a vu aussi qu'on n'avait pas de 9 remplaçants quand le Garec n'était pas là, mais ça on le sait maintenant depuis quelques temps. Attends, Baptiste revient. Oui. Ouais, mais tu crois? Non. Bah non. Non, il est toulonnais. Non, mais parce que là, c'est quand même très léger quand il est. Là, on avait quand même une grosse différence. C'est évident, mais tu l'as vu tout le tournoi. Tu l'as vu tout le tournoi. Garçon. Si t'as le Garec, peut-être au début, peut-être. Si t'as le Garec contre l'Italie, c'est pas la même. Contre l'Italie, c'est pas la même. Et contre l'Italie aussi, bien évidemment. Mais moi, je te parle surtout de l'Irlande. Bah, contre l'Irlande, ça change pas grand-chose. Tu prends un rouge au bout de 20 minutes. Ouais, mais ta distribution est nettement plus rapide. Ouais. Et ça devient un autre jeu parce que Van der Fleer, O'Mahony, la paire magnifique là, ils sont pas bien en ce moment eux aussi. Ouais. C'est comme tout le monde, hein, la préparation de la Coupe du Monde, physique de la Coupe du Monde fait que tu es dans un temps creux physique parce qu'on n'est pas, il y a pas de surhomme en la matière. Je crois qu'il y a Sinon ils prennent des trucs, tu vois ce que je veux dire, on est comme dans le vélo ou dans l'haltérophilie. Après j'ai vu des essais français, on a retrouvé le French Flair. C'est vrai. À la 60e, magnifique. Tu récupères des ballons, touche adverse. T'en récupères deux, tu mets deux essais. Ben voilà. Voilà. Comme ça. C'est du 100%, là, au moins, t'as repris. Voilà. Non, c'est très, homme du match. Bon, j'ai peut-être parce qu'il a marqué un essai, mais j'ai pas trouvé qu'à l'arrière, il a été impérial non plus. Biel, là, Non, Barré. Pardon, c'est Biel Barré, pardon. J'ai pas trouvé, bon. Pour moi, il a fait qu'une erreur dans le match. On en a discuté avec Armand pendant le match. Non. Pour moi, il a été bon. Il a été bon, mais le match, j'aurais mis François Cross. Bien plus. Oui. Bien plus François Cross. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Et n'oubliez pas que monsieur Méafou a fait un super match. Attendez qu'il arrive celui-là. Il est bien. Et le père Tao, quand il rentre, il est pas mal aussi. Le tracteur reste un tracteur. Voilà. C'est Ferguson.
Ah bah, tu perds 120 kilos pour en faire rentrer 130 ou vice versa. Au lycée de Versailles, ouais, bah écoute, tout va bien. Mais c'est pas le même style. Non. Par contre, hein. Non, mais par contre, j'ai adoré Meafou qui récupère le ballon. Le mec, il lui est rentré dedans, il a pris un mur. Ah bah il est tombé le type. Il a même pas bougé. À du baraque. Bon, mais tout à fait. Voilà. Il est gentil, Ford. Mais à un moment donné, tu renvoies de le faire sur lui. Le mec, il prend le ballon, il se pose. Bon, bah tu bouges plus. Hein. C'est le côté têtu de l'Anglois. Donc bon, à côté de ça, on peut dire qu'il y a une très très belle opposition des Anglais, très beau match. Non, il faut féliciter les deux équipes. Féliciter monsieur l'arbitre. Tu vois, j'allais y venir. Hein, y venir. Il y a 31 types sur le trait. T'en as 2 de côté. L'arbitrage a été bon. Tout le monde a été bon. Il y avait rien à dire. C'était tout le monde au diapason. C'est excellent. J'ai eu un peu peur parce qu'il y a une action, elle a jamais été revue au tout début. Bon, si on avait été ensemble, j'en aurais parlé. Où t'as le Garec, où j'ai l'impression qu'il se prend un plaquage un peu où ça fait tête-tête. Ouais. D'entrée de match. Elle a jamais été, ça fait partie des actions. Ça fait partie. Tu prends un rouge pour rien aujourd'hui. Il y a pas, voilà. T'es en Irlande, je pense. Il y a rien à dire. Non, mais tu prends un geste maladresse. On a eu un arbitre intelligent. Oui. Voilà. On n'a pas Rénal. Non. Donc, effectivement, le match était top. Moi, j'ai de plus en plus de peine pour nos amis gallois. Non, je pense qu'il faut pas parler comme ça. Non, je pense que le Pays de Galles est en reconstruction. Ils sont en déconstruction pour reconstruire, à mon avis, là. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas une génération magnifique. Non. Donc ça va être compliqué. Ils ont des problèmes financiers. Ils cumulent tu sais, les enquiquinements, ça vole en escadrille. Tu vois? Et là, ils sont en plein dedans. L'Écosse a été pareil à une époque. Rappelez-vous de l'Angleterre dans les années 70, de l'Irlande dans les années 90 et du Pays de Galles. Ils l'ont déjà traversé. Je te coupe 2 minutes parce que nos invités viennent d'arriver. On ne me coupe pas, monsieur. On a la chance d'avoir. Là, on a 2 vice-champions d'Europe de Jiu-Jitsu, c'est bien ça. Puisque on a Guillaume Garmirian, que je dise pas de bêtises, du club Agakure, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Et on a également Yann Rollin du club Loutador Team HH. C'est ça. Ça, je me suis pas trompé. 2 vice-champions d'Europe, messieurs, bienvenue. Et puis on est avec vous dans quelques instants. Et puis vous avez regardé le match de France-Angleterre ou pas? Oui. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Très bon match. Ouais. Bon, on a gagné, c'est le principal. Ouf. Oui, à la fin, ouais. Non, c'était un très beau match. C'est ça qui est encore plus beau. Donc on en revenait tu sais du coup. Que, mine de rien, on a quand même des invités à chaque fois, vice-champion d'Europe, champion du monde, match, un truc, on n'arrête pas. Et tous ces sportifs de très haut niveau, si tu vas sur les médias nationaux inconnus, tout à fait, et sont tous dans notre Est-Var. Ouais. Beaucoup, ouais. Donc, dans notre agglo. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon, reviens un petit peu. Alors, tu nous disais, donc, ce Pays de Galles. Voilà, ce Pays de Galles, ils sont au creux de la vague. Ils ont les emmerdements maximaux, pardon. Et donc, conclusion de l'opération. Bah, écoute, ça va aller mieux. Warren Gatland a donné sa démission. Ouais. À l'issue du match contre l'Italie, elle a été refusée, mais c'est pas lui le problème. C'est un problème structurel et générationnel. Donc, il n'y a rien à dire. Qui tu vas prendre derrière? Personne. Voilà. Bah, il y a pas un ancien sélectionneur anglais qui a coulé toutes les. Lancaster, il est au Racing. Celui qui est parti en Australie, là. Ah, Eddie. Super Eddie, mais Super Eddie, il est au Japon maintenant, c'est fini. Ah, d'accord. T'as un petit dernier mot rapidement, incontestable la victoire des Irlandais sur ce tournoi, les Italiens qui font un beau tournoi aussi. Tu sais, je vais te dire un truc, il se manque de peu, nos amis écossais, parce que il y a un moment, si leur troisième ligne est pas asphyxiée physiquement, et de l'intérêt de la préparation physique. Ils ont jamais été en danger, les Irlandais. C'est bien ce que je te dis. Si la troisième ligne n'est pas asphyxiée physiquement, eh ben les Écossais, ils ont leur mot à dire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais vu les Écossais dangereux dans le match. Tiens, et à la fin de la première mi-temps. Vite fait. Et si les Irlandais, ils ont perdu. Pour moi, ils ont perdu le quart de finale de Coupe du Monde comme ça. T'as une pénalité, tu dois la prendre. Avant, ils le faisaient. Ils ont pas voulu la prendre. Ils sont restés à 10-6 tout le match. Sans ça, ils sont à 19-6, il n'y a rien à dire. Oui, mais Raymond Poulidor était le même. Il n'a jamais gagné le Tour de France. Hein. Donc, voilà. Non, mais voilà. Ouais. Mais sur ce match, il était quand même très au-dessus. S'ils étaient asphyxiés à troisième ligne, très au-dessus, bah oui, alors. Et alors Enfin, en tout cas, c'était un beau tour de destination et finalement, on finit quand même deuxième. Tout à fait, voilà, il n'y a rien à dire. Pour un tournoi raté pour l'équipe de France, on a déjà fait pire, largement. On va parler de la non bonne nouvelle pour hier.
Ouais. Problème, tu sais que quand tu joues au chat et à la souris, c'est toujours le cas quand il y a des problèmes financiers dans les clubs. Il faut dire, on va réexpliquer à nos auditeurs, le RCHCC, club éminent de cette poule, de cette division nationale, qui est la 3e division du rugby français. Qui fait un très beau championnat en plus. Qui fait un très beau championnat, se retrouve au lendemain de la Noël avec un déficit annoncé de 300 000. Bon, jusque-là, voilà. 300 000. Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux, le salaire hebdomadaire de Mbappé. Ouais, non, de Laurent. De moi, voilà, de moi. Aussi. Voilà. Donc bon, non, si tu veux, 300 000 déclarés et ainsi de suite. 300 000 roubles. Le problème, c'est que à partir de ce moment-là, tout le monde se met en quête, TPM, les présidents. À noter que le président Brenguier a donné sa démission de la présidence au mois de juillet. Et à noter que Monsieur Boucher, déjà un souci. Et Monsieur Boucher était déjà aux aguets à ce moment-là, un mois après la présidence de Draguignan. On est donc en train de regarder cela et déficit annoncé 300 000. Bon, jusque-là, tout va bien. Évidemment, la personne que tu as annoncée candidate et s'était renseignée. Et donc, tout était sur le point. On l'avait annoncé en scoop devant les médias nationaux, ici, il y a maintenant 3 semaines ou un mois. Ouais. 3 semaines. Voilà. Et donc, conclusion de l'opération, l'histoire commence à bien avancer, la diligence mène bon train. Sauf que, après audit des commissaires aux comptes, de 300 000, le déficit passe, suivant les versions, de 700 à 800 000. Ah ouais, quand même. Alors évidemment. Fois 2,5. Évidemment. C'est bien. Je veux dire, t'as peut-être ce qu'il faut pour 300, 400 000, mais t'as peut-être pas forcément pour le double. Et puis 800 000, t'es pas non plus dans un club, tu restes fédéral, enfin, tu restes voilà, 3e division, c'est bien, mais. Moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est comment on a pu laisser courir cela avant, parce que c'est 300 000, 700, 800 000, tu les fais pas en 3 mois, quoi. Non. Donc tu le savais avant. Il y avait un problème avant. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique la relation entre le départ de monsieur Brenguier. J'ai rien contre, hein, mais son départ et puis le fait que ça monte d'un coup, ça me rappelle quelque chose. C'est une histoire comme il y a un peu à la Fédération française, tu vois. Alors bref, toujours est-il que nos amis dracénois ont dit stop, arrêt buffet, et que donc il y a encore une réunion de la dernière chance qui devait avoir lieu cette semaine. Elle a été reportée. Alors donc, ça veut dire que peut-être que tout le monde est en train d'étudier. Tu sais, dans ces cas-là, c'est toujours un bins infernal. Moi, ce que j'ai entendu, c'est soit le club, il passe c'est des pots de bilan là, au début avril. Le bilan direct, et du coup, il repart dans la plus basse division. Avec soit lui. il faut un plan sur quelques d'étalement années. des dettes, mais personne ne veut le faire. Et du coup, il repartirait en fédéral 2, fédéral 1. Il n'y a pas les moyens. Voilà. Donc c'est dommage que le meilleur club, j'enlève Toulon bien sûr, parce que Toulon... ça repartirait en fédéral 2. Non mais là il repartirait même tout en bas. En régional. En fait il faisait un plan pour payer sur plusieurs fois. Ce qui est dommage c'est que c'est le meilleur club varois, bien sûr en dehors du RCT qui est très au-dessus, qui est en 3e division. On avait la Seine qui était un très bon club qui va aussi. Pour les mêmes raisons. Ce qui va faire que, n'en déplaise, mais la Valette deviendra le meilleur club varois derrière Toulon, quoi. La quoi? La Valette. Donc, voilà. Donc, et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir sur le bassin varois des équipes. Mais c'est le rêve. Normalement, tu devrais avoir, si tout était parfait, le RCT en première. Tu devrais avoir Yerkarké en Pro D2. Tu devrais avoir la Seine en la Seine, la Valette ensemble. La Seine et la Valette en Fédéral 1 et puis en National 2. Ouais. Et après, tu descends. Alors bon. C'est pas comme ça, on verra bien ce que ça donnera. En attendant, je veux dire, au niveau sportif, Yerkarké, ce week-end, personne ne jouait. Le week-end dernier, Yerkarké, ils ont Tollevienne 29-5. Et si tu regardes le classement, regarde bien. On a Carcassonne qui est 4e, je passe les premiers, parce que la messe est dite. Carcassonne 4e, 68. 5e Suresnes, 65. 6e Chambéry, avec 64. Bourgoin, 7e avec 63. Alors, les clubs précités ont 22 et 23 matchs. Et 8e Yerkarké avec 21 matchs et 60 points. Ouais, donc ils gagnent. Tu vois ce que je veux dire? Ils gagnent les 2 matchs qu'ils ont en retard. Ouais. Eh garçon, ça fait 68, tu te retrouves à hauteur de Carcassonne. Ça pourrait être sympa pour c'est pas pareil. À noter que les joueurs se défoncent pour le club, mais aussi pour le fait que si jamais ça
plombe. Mais faut qu'ils Et trouvent un ces club. joueurs, ils doivent trouver un club. C'est pour ça qu'ils sont à Faut qu'ils Donf. trouvent un club. Je Voilà, pense qu'il y en a certains qui aussi, sont c'est les deux raisons. Hein. D'autres résultats du week-end dernier, malheureusement, malheureusement d'un côté, finalement, la Valette prend un point de bonus à Château-Renard. Heureusement qu'ils ont pris un point de bonus. Il fallait le prendre Il fallait celui-là. le prendre celui-là. Chez les Fallait le maraîchers, prendre. tu rigoles pas. Hein. Non, fallait. Et encore, tu mènes à la mi-temps. On parle pas de la deuxième Seine, mi-temps, hein. Non, on n'en parle plus. Malheureusement, le CARF fait un faux pas. Bon, il est toujours C'est ce qu'il sixième. fallait pas faire. Bah, il va falloir gagner Montmélian à domicile. Oui, bonne chance. Voilà, ils prennent quand même un point de bonus à la dernière minute. Ouais, voilà. Ce qui bon. en soit, bon, c'est. Après, voilà, j'en parlais un petit peu à droite à gauche. Il n'y a pas de petite équipe. Surtout que là, toutes les équipes de bas de classement, maintenant, c'est des morts de faim qui, si tu regardes, la dernière journée, toutes les équipes de bas de classement ont gagné. Oui, non, mais on est bien Elles ont d'accord. toutes Et gagné. regarde bien, Bièvre-Saint-Jouard, qui est 10e, qui était à égalité il y a peu de temps avec le CARF, est 10e à 33 points, et le CARF est 6e, 42 points. Ils ont un problème structurel. 7 défaites Ils ont d'affilée. un problème structurel. Donc, Ils n'ont plus gagné en 2024. oui, et Véor risque de leur remonter sur la tête. Donc voilà. À propos, dis-moi, Oui. j'ai vu dans la presse écrite que tu avais fait... J'ai rencontré monsieur Thomas Tu as Ducot. fait un beau travail. On a rencontré, Alors, raconte un peu. Eh ben, c'est vrai que on avait l'envie parce qu'on entend beaucoup de bruit autour du CARF en ce moment. Ça, on a parlé de 60 000, 80 000 Voilà. euros de déficit, Donc, qu'ils allaient mourir. Ouais, enfin, ouais, non, mais voilà. L'audit, on passe de 60 à 400, non? Non, justement. c'est pas. Donc là, j'inviterai à tout le monde de lire l'article. C'est l'article qui est apparu dimanche dans Chinois de Var matin. En fait, il y a 43 000 euros de déficit. C'est tout juste 5%, donc c'est pas énorme. Ils ont un plan sur 3 ans. Donc faire un peu attention, et il n'y a rien de grave. À côté de ça... Tu vois, je reviens sur hier Carquet. Là, c'est que 5%, donc tu peux étaler. Mais là, c'est impossible. C'est impossible. Donc on s'oriente s'il n'y a pas une roue de secours vers un Voilà. bilan. Non, moi j'ai eu Thomas qui s'est voulu très très rassurant, très optimiste. Oui, optimiste, voilà. Il va y avoir de la restructuration l'année prochaine en termes de staff. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des changements, mais peut-être un remaniement à droite à gauche. Va y avoir une nouvelle pelouse puisqu'on va passer en stade synthétique. Ça y est, on passe en pelouse synthétique au CARF. Voilà, comme c'est à Monaco, dans d'autres clubs. Donc ça, ils sont très contents, de manière écologique et économique, comme il le dit. On va avoir également la pérennisation des terrains de la base nature avec des vestiaires qui vont être mis. Donc ils vont pouvoir s'occuper et jouer là-bas. Il y a plein de choses. Et Thomas, je lui ai demandé, écoute, pour l'instant, tant qu'il est au club, il n'est pas parti. Largement, et puis j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible, tu vois. Il n'est pas parti, et il a dit... Qui y a derrière? C'est exactement ça. Il a dit, je partirai le jour où je trouverai une meilleure solution que moi. Pour l'instant, je l'ai pas. Mais, il lance un appel. S'il y a quelqu'un qui est prêt à investir de l'argent et à pas faire n'importe quoi avec le CAF, il sera le plus heureux d'offrir de meilleures perspectives à ce club. Mais, non, moi, j'ai vu quelqu'un d'optimiste, quelqu'un d'ambitieux, qui avait envie, qui baissait pas les bras. Ce que je vois depuis le début de saison, que ce soit avec les joueurs, quand ils peuvent le montrer, avec l'entraîneur. Donc, c'est très bien. Il est très heureux de voir des jeunes, de plus en plus de jeunes du cru, monter en réserve, monter en première et faire, parce que lui, son ambition, il n'y a pas les moyens de notre club, c'est que le CARF devienne un bon club de Fédéral 1 avec des minots du club. Tu sais, moi, je vais te dire, je rends vraiment et très sérieusement hommage au président Thomas Ducot, parce que je crois que c'est la 7e année. 7e, il me semble qu'il m'a dit. Voilà. C'est un monsieur droit, loyal, honnête. Voilà. Et il y a absolument rien à rajouter, qui tient la barre contre vents et marées, contre les petits complots de bas étage, contre les rumeurs, contre les on-dit, contre les déstabilisations qu'on pourrait trouver, parce que t'en as qui sont jaloux, on connaît ça par cœur. Et Tom est un monsieur, et je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible, sauf que l'usure va s'installer petit à petit. Oui, mais il y a des choses qui se passent et je pense que ça l'excite un petit peu de voir tout ce qui est en train, parce que la ville, voilà, nouvelle pelouse. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs qui lui redonnent un peu l'envie de voir tout ça. Tu vois, moi je te dis, je l'ai vu très optimiste quand même. Et, non, mais c'est bien, on connaît le bonhomme, il n'y a pas de problème. Donc non, il fait le taf. Et je pense que sur le terrain aussi, ça se voit, parce que l'équipe fait de plus en plus le taf, malgré ce petit faux pas là. Mais quand on les a vus, tu peux pas gagner tous les matchs non plus. Quand tu le vois fin 2023, l'équipe où elle en est, quand tu la vois aujourd'hui, qu'elle est en passe, elle est en phase finale. C'est autre chose. Et moi, attention, contre Montmélian, tu vas voir. Moi, je te dis, ils vont le faire. Ouais. Ils vont le faire. Je les ai vus jouer contre Vinet, je les ai vus jouer contre Monaco. Montmélian qui est quasi qualifié ou quoi, à mon avis, ils vont pas s'amuser à se faire mal. Il suffit que le terrain soit un peu gras, et c'est parfait. Et je pense que... Montmélian, tu sais, c'est lourd, hein, ça a besoin de terrain gras, hein. Alors, de ce que j'ai entendu, c'est surtout derrière que c'est bon cette année. C'est pour ça que je te dis ça, c'est les propos en off de Thomas. D'accord. Et que le terrain risque d'être gras. Allez. Si tu vois ce que je veux dire. Pendant que tu seras dimanche au CARF, moi je serai
à Draghi, parce qu'à Draghi, ça va chauffer aussi. On en parlera dans l'agenda. Allez. Allez, avant de passer au hand avec le long, on va vite faire un petit mot moto là. Eh oui, alors, premier Grand Prix. Vous suivez la moto, vous, messieurs? Oui. Ouais. Vous êtes des motards dans l'âme? Pas trop, non. Bah, t'es comme moi, ça va. Toi, oui? Bon. Alors, on est deux. Yann plus, Guillaume. Ouais, les Guillaume, on n'aime pas ça, les Guillaume. Non, pas trop. Ouais, les Guillaume, on est moins dedans. Parle-nous un petit peu de tout ça, alors. Bah, écoute, premier Grand Prix, hégémonie Ducati. Avec un petit travail d'Aprilia qui va bien. C'est à peu près ce qu'on ressentait. Les Français, ils ont eu un peu de mal, j'ai cru entendre. Non, c'est pas qu'ils aient du mal, c'est qu'ils sont avec des motos qui sont en reconquête, qu'il faut remonter, comme ils l'ont dit et annoncé, en veux-tu en voilà. Eh ben, il y a du travail et ça va pas se faire du jour au lendemain. Cela dit, tu prends Johan Zarco, écoute, il fait 12. Il a montré de très belles dispositions avec sa machine. Il est de plus en plus à l'aise. Il est vraiment très très bien sur cette machine. Il est très écouté. La machine progresse. Je pense qu'on va dans le courant de la saison, avant la mi-saison, tu vois, vers le Grand Prix de France, truc comme ça. Ouais. Je pense qu'on devrait revoir la Honda un peu plus haut. Leurs ambitions, elles sont plutôt pour 2024 ou pour 2025? Non, enfin 2024. Oui, que tu augmentes et éventuellement faire des podiums. C'est sur 2 ans, là. Oui, au minimum. Au minimum. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois, le départ de Marquez a redistribué les tâches et les 4 pilotes travaillent de concert. D'accord. En 2 teams. Et tous de dire que on n'a jamais vu autant d'applications, autant de recherche que chez Honda en ce moment. Ils investissent à mort. Ils sont à fond dedans. Donc la moto progresse de concession en concession. Je m'explique, les concessions, c'est les séances d'essais privés que les équipes les plus faibles du championnat précédent ont droit en supplément par rapport aux autres. D'accord. Et donc ils travaillent d'arrache-pied. C'est des fous furieux quand tu sais que les Japonais sont longs à répondre. Mais quand ils répondent, c'est un peu comme les Allemands, tu vois. Au bout d'un moment, quand ils répondent, ça va très fort. Ça envoie très très fort. Eh ben, et je pense que voilà, le cas de Yamaha est un peu différent parce qu'il y a en plus de la déstabilisation interne. Je pense qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de dissension. On parle énormément, notamment de Fabio qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison chez Aprilia pour remplacer Aleix Espargaro qui prend de l'âge. Donc chez Yamaha, il y a d'autres problèmes. Mais pareil, eux aussi, ils ont besoin de reconstruire, donc on verra bien ce qu'il en est. Pour l'instant, moi, au niveau début de saison, pour l'instant, il n'y a pas encore de leçons à tirer. Il n'y a pas le feu, hein, t'as 21 courses, donc il en reste 20. Petit mot de notre Johan, t'as des nouvelles un petit peu? Oui, mais pour l'instant, j'en parle pas trop. Toujours pas. On est en contact, tout va bien. Le budget dont il avait besoin est plus que bouclé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a plus que ce qu'il veut, alors. Voilà. Donc, il peut même prendre un dessert. Et puis les essais, voilà, même 2 peut-être. Même 2. Et les essais qu'il a accomplis sont très concluants. Bon. Je vous en dis pas plus, on se reparle. Bon, mon Lolo, triste week-end et week-end quand même. Alors, oui, triste week-end avec 2 défaites. C'est surtout la défaite de Draguignan qui est un peu surprenante. Non alors non, surprenant, on va pas dire surprenant parce que on va d'abord écouter. On écoute Seb Mercer. Avec nous, Sébastien Mercer, entraîneur du Draguignan Warhandball. Salut Seb, comment va? Salut Laurent. Ouais. Ça, écoute, ça pourrait aller mieux. Ouais, défaite 30-27 à Bordeaux. Est-ce qu'elle a des conséquences particulières ou pas? Pour le moment, je te dirais que c'est une simple défaite, parce que la saison, malheureusement ou pas, elle est encore longue, hein, il reste encore des matchs. Je sais en tout cas qu'elle nous a fait mal à la tête parce qu'on partait là-bas avec l'envie de revenir avec les 3 points, bon, comme un chèque match. Maintenant, écoute, j'espère qu'elle nous servira. Alors je dirais, elle nous servira de leçon, mais bon, on avait déjà pris un peu les pieds dans le tapis il y a 15 jours à domicile contre Pau avec un match nul. Là on perd. Bon voilà, j'ai prévenu les joueurs que la saison n'était pas terminée, qu'on était sur une belle dynamique, il fallait pas tout gâcher si près du but. Est-ce que vous avez grillé un joker, le seul joker ou pas? Alors oui et non, parce qu'en plus de ça, on joue Montpellier ce week-end.
Donc et Montpellier est juste derrière nous. Donc je te dirais que avec un match de retard, eux ils doivent. Avec un match de retard. Alors je le compte comme une victoire pour eux. Je préfère être prudent. Donc ça voudrait dire qu'ils sont un point derrière nous avant de les jouer. Écoute, on va essayer d'aller gagner ce match-là à domicile et puis on rattrapera ce match perdu contre Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors explique-nous un petit peu vite fait là ce qui s'est passé. L'envie, il y avait quoi? Qu'est-ce qui vous a manqué pour battre cette équipe de Bordelaise? Ouais, je pense, alors, comme pour tout entraîneur, je pense pas qu'on puisse ramener ça sur l'envie, parce que je pense que les deux équipes, quand elles rentrent sur le terrain, elles ont envie de gagner. Mais on sort. Tu sais, on était depuis la reprise des matchs retour là, on était sur 5 matchs invaincus. C'est difficile. Je m'aperçois avec le temps et puis par expérience maintenant, parce que je commence à être presque un vieil entraîneur. Il est difficile de garder une dynamique de victoire. Il est plus facile de se relancer pour des sportifs en général après une défaite. Et le goût de la victoire, au bout d'un moment, on en oublie un peu les ingrédients qu'on doit y mettre pour gagner. C'est malheureux, mais si je dois faire un petit résumé des 15 derniers jours, je trouve qu'on était quand même moins présent à l'entraînement. Alors présent, tout le monde est là. Hein. On est assimilé à pro, donc moins assidu, c'est ça. Moins d'ingrédients à l'entraînement. C'est peut-être fait un peu moins mal. Et à ce niveau-là, ça paye direct. Et Bordeaux est une belle équipe. Hein. Bordeaux n'attendait pas plus pour pouvoir faire une belle perf. Bordeaux joue le maintien et avait peut-être encore plus les dents longues que nous. Et aujourd'hui, sur des matchs importants, celui qui a les dents les plus longues, celui qui met les ingrédients sur 60 minutes a plus de chances de gagner. Et voilà, donc écoute, ça nous servira de leçon, en tout cas, j'espère. Et je sais qu'on sera encore un peu plus attendu au tournant à Chabron samedi face à Montpellier. Allez, je te remercie bien et à samedi. Merci Laurent. Ciao Seb. Voilà, elle est pas pour moi, c'est pas si alarmant que ça parce que bon, en off après, il m'avait dit que il s'y attendait pas. Ils ont Bordeaux est une équipe de bas classement. Il fallait à tout prix qu'ils gagnent pour se sauver. Ils l'ont fait contre le premier. Ils l'ont fait. Et il m'a dit en plus que comme c'est un club l'année dernière il jouait en Pro League, ils ont gardé quand même une ossature de joueurs de D2, de Pro League. Donc c'était des morts de faim et ils ont gagné, ils ont réussi. Voilà, ils sont tombés dans un piège. C'était plutôt un match piège pour eux. Au classement, petite incidence avec le retour de Montpellier. Oui, bon, il y a juste le retour de Montpellier. Ils ont un match en retard qu'ils disputeront le 31 mars. Voilà. Comme me dit Seb, pour lui, c'est une victoire. Hein. Donc, ils sont déjà à 1 point derrière. Voilà, faut tout gagner maintenant. Voilà. Maintenant, avec la réception de Montpellier samedi, il va falloir à tout prix. Celle-là, faut le faire. Donc, on en parlera dans l'agenda, mais il faudra être là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Val d'Argent? Les filles du Val d'Argent, malheureusement, elles ont perdu. Alors le score ne reflète pas le match et on écoute Christophe Carrois. Avec nous, Christophe Carrois, entraîneur du Val d'Argent Handball. Christophe, défaite 30-22 à Nîmes, c'était prémonitoire ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très sévère le score. 30-22, on est devant la mi-temps. À peu près à la 40e, on est encore à égalité. C'est injuste parce que on y va avec une demi-équipe. Après, c'est notre faute, c'est bien fait pour nous, mais il me manquait 4 titulaires en puissance dans l'équipe. Le jour où on dispute une petite finale de groupe. C'est ça une saison, ça se joue là-dessus. Si on veut jouer une montée, on peut pas passer à côté de ce genre de choses, de ce genre d'événement. Quand on joue une montée, il faut être hyper dispo, on peut pas se permettre de rater ce genre d'événement. Il t'a manqué qui comme joueuse? Chloé Bulleux, il me manquait Elisa, il me manquait Hortense en pivot, il me manquait une gardienne de but, il me manquait Allel, il manquait du monde. Hein. Voilà, il y a Kim qui est blessée depuis un petit moment, Sophia qui n'a pas pu venir avec nous, il me manquait 5 joueuses qui sont titulaires, qui peuvent être titulaires dans l'équipe. D'accord. Et malgré ça, tu penses qu'il y avait les moyens? Alors, je pense qu'on avait trouvé la clé stratégique pour les embêter. On a défendu sur une 1-5 de protection qui les a extrêmement embêtés, puisqu'à la mi-temps, on est devant, et on est devant d'un but. On pourrait l'être même un peu plus que ça. Et jusqu'à la 40e, le plan marche bien. Les filles sont hyper attentives.
On a vraiment un truc, on est très rigoureux dans ce qu'on fait, mais sauf qu'à un moment donné, les filles sont essoufflées. Il n'y a pas de banc, il n'y a quasiment pas de banc, il n'y a pas de rotation possible. Je joue avec trois gauchères en même temps sur le terrain, donc j'ai une gauchère qui est habituellement ailière qui joue pivot sur le match, j'ai ma pivot qui joue ailière, donc on a bricolé, ça tient, mais ça a manqué de second souffle. Qu'est-ce qu'on peut, c'est dû à quoi ces absences, c'est dû à quoi? Ah oui. C'est dû à quoi? C'est dû à un moment donné, c'est pas du handball professionnel, mais c'est du handball de très haut niveau. Donc on est vraiment à cheval sur deux choses. Là, Puget est un virage important. Ça veut dire que il y a des ambitions de rejoindre le National 1 à court terme. Ça ne sera pas cette année sans doute. Donc ça le sera l'année prochaine. Il y a des filles qui ont pris des engagements qui sont encore l'année prochaine. Je serai encore l'année prochaine avec l'équipe de Puget, avec des ambitions pour pouvoir monter. Maintenant, cette ambition, il faut qu'elle soit partagée. Et une fois qu'elle est partagée, il faut s'en donner les moyens. C'est vrai que c'est pas du handball professionnel, mais on doit avoir un engagement au quotidien plus important que ce qu'il n'est actuellement. Voilà. Mais il y a pas des chances de monter cette année éventuellement pour être meilleur deuxième, non? Si. Oui, il y a toujours une chance, mais on le mérite pas vraiment. On le mérite sur l'ensemble des résultats qu'on a eu depuis le début de l'année. On a fait des belles performances. C'est extraordinaire par rapport à l'année dernière. On termine 10e et cette année, on fait la course en tête avec Nîmes pendant une partie de la saison. Mais il y a quand même en interne, au niveau de l'équipe et du groupe, des manques qui font que, sans que ce soit une escroquerie si on monte, ça serait presque pas justifié par rapport à des équipes qui sont à égalité avec nous devant nous, qui se sont plus investies. Voilà. Il y a une réalité dans le sport. On s'est fait rattraper par la réalité. On a bricolé, on a été bon, on a été doué, on est très bon au moment des matchs. Par contre, on devrait être meilleur maintenant sur l'investissement au quotidien, et notamment celui des entraînements, et celui de la présence au match, et ainsi de suite. C'est une petite crise de croissance que vit Puget aujourd'hui. J'aime bien parce que on parle nous de la montée, mais lui ce qu'il dit, c'est voilà. Non, ça y est, c'est mort. Même s'il monte pour lui, mais j'ai l'impression qu'il dit mais on mérite pas forcément de monter. Non, parce que alors Christophe, c'est quelqu'un qui est très réaliste. Voilà, il est très réaliste. Il faut une bonne saison, mais il faut une bonne saison, mais si tu trébuches à travers sur des matchs faciles et tout, où tu as manqué machin, si pour lui, si tu mérites pas, tu mérites pas. Bon. Voilà. Mais bon. On verra après. Mais je passe une bonne fin de saison déjà. Mais de toute façon, là, ils sont déjà sur la saison prochaine. Ouais, voilà. Moi, je peux te le dire. Bon. Ils sont déjà sur la saison prochaine. Voilà. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de sérieux. Dernier résultat rapidement, parce qu'on en avait parlé, c'est Fréjus Draguignan. L'équipe réserve de Draguignan, victoire de Draguignan 33-28. Ah, on va en parler de ça là, parce que j'ai eu des échos. Waouh. Pour une fois, tu peux parler des arbitres? Ah ouais, je vais parler des arbitres. En tant qu'arbitre, moi, j'ai jamais sifflé 18-7 mètres dans 18 pénaltys pour les gens qui ne connaissent pas le terme des 7 mètres. 18-7 mètres dans un match. C'est énorme. Jamais je n'ai sifflé. Pour la même équipe. Pour la même équipe. J'ai jamais sifflé ça, moi. Jamais. Ah ouais. C'est scandaleux. Après, sur 32 buts, 18. Alors, ça veut dire que si tu enlèves au 14. moins. Allez, 14. Allez, on va dire sur les 18, tu en enlèves 11. Eh ben, Fréjus a gagné. Quoi. Ouais, non, mais enfin, d'accord. Mais d'un côté, il devait quand même y être un minimum. Moi, on n'était pas au match, on peut pas savoir. Non, j'ai eu des échos, machin. Il y avait la place pour l'entente Fréjus-Val d'Argence, voilà. Il y avait la place et tout, mais bon. Parce que je veux bien qu'il y ait peut-être eu des erreurs, j'entends. Mais 18-7 mètres. Ben oui, mais si les mecs ils défendent dans la zone, comment on fait? Non, mais c'est pas une question de ça. C'est, je veux dire, c'est le niveau arbitrage. Je vois que Guillaume, ça le fait rire. Tu connais un petit peu le handball du coup, oui, pour comprendre que 18-7 mètres, voilà. Oui, j'en ai fait pendant 20 ans, donc. Ah oui. Peu, ouais. Donc parce que je t'ai vu réagir à ça, tu fais waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est énorme. C'est énorme. Ah, tu vois, merci Guillaume. Voilà. Est-ce qu'on sait combien Fréjus en a eu? Non, mais pas 18. Ouais. Non, mais bon, si à côté ils en ont eu 14. Mais non, ils ont eu moins que ça. On sait pas, peut-être pas. Parce que c'est vrai qu'on a le son, on a un son de cloche d'un côté, faute de l'autre, bon. Ceci étant dit, c'était un match qui comptait pour les playoffs, pour la montée nationale 3. Voilà. C'était coché je l'avais annoncé, c'était coché par les Dracénois. Oui. Donc bon. C'était le match le plus important. On verra pour la suite. C'est tout pour le hand?
Non, les petits jeunes de Saint-Raphaël. Ils en ont mis 10. Ouais, ils en ont mis un 40-30 à Monaco. À Monaco. Voilà, ils sont quatrième du classement. Voilà. Quand la première elle joue pas, les minots ils sont là. Hein. Ben oui, regarde bizarrement. ça, les Thaïs, les Goupillons, et puis voilà, et j'en passe. Hein, voilà. Allez, rapidement, un mot volé, puisque c'est le début des playoffs et des quarts de finale. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Sur le premier match, surtout, ils perdent 3-0 à Royan sec. Deuxième match, beaucoup plus serré, puisqu'il y a un set, je crois, qui se finit à 30-28. Qui perd le deuxième, alors qu'ils gagnent le premier. Bon, voilà. Royan, tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est 1 ou 2 défaites dans la saison à domicile seulement. Une défaite. C'est la seule défaite, je crois que c'est contre Cannes. Par contre, c'est une victoire à l'extérieur aussi. Donc là, maintenant, c'est Fréjus qui va recevoir 3 fois. Enfin, en espérant que ça aille jusqu'à 3 fois. Une fois, déjà. Oui, déjà une fois. Mais j'espère qu'ils vont recevoir 3 fois. Ça voudra dire qu'on va au bout. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et on en parlera dans l'agenda. Dès jeudi, il faudra les encourager. C'est largement faisable aussi. Je veux dire, après, ce qui est bien dans ces sports-là, c'est que tant que t'as un match à jouer, moi, j'arrive pas à gagner. Une équipe qui est promue, elle fait quart de finale. Je n'arrive pas à comprendre. Mais regarde, cette année, il y a eu beaucoup de belles surprises. Hein. Il y avait eux, on a beaucoup parlé de France Avenir. Il y a Royan qui fait une bonne saison. Il y a Cambrai qui fait une bonne saison. Devant, t'as Cannes et Ajaccio qui sont intenables. Bon, il y a Cambrai sont en play-off aussi, il y en a beaucoup. Hein. Par contre, le match Cannes-Ajaccio, ça sera chaud patate à voir. Hein. S'il a lieu. Moi, je pense qu'il y aura. C'est la finale annoncée. C'est la finale. Mais on n'y est pas encore. Enfin voilà, en tout cas, faudra vraiment les encourager. Tu sais quoi, j'étais surpris de voir que c'était déjà les playoffs, mais on est mi-mars quasiment, donc effectivement, ça va vite. Hein, quand j'ai vu le match, j'ai dit, j'étais déjà en mi-mars, il y a les playoffs, je me suis dit, mais les gars, une saison de 4 mois et demi. Donc, donc voilà, faudra les encourager, faire une grosse ambiance comme on a l'habitude de la voir à Sainte-Croix, et ils vont renverser la vapeur, j'en suis sûr. Et c'est maintenant à vous. Ah, le softball, effectivement, j'ai un petit mot de softball que j'ai vite coupé. J'allais passer, oui. Parce que la saison a repris. Est-ce que vous connaissez le softball, messieurs? C'est un peu comme le baseball. Et à savoir qu'on a un des plus beaux palmarès, français, tous sports confondus, qui est à Saint-Raphaël. Puisque les filles de Saint-Raphaël ont été 10 fois championnes de France. Ça fait 2 fois qu'elles l'ont pas été les 2 dernières années. Là, du coup, elles ont joué les championnes de France en titre. Et on va écouter dans un premier temps Alex avec Julien Morel, notre petite recrue qui va au softball. On les écoute tout de suite. Alex, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième match incroyable? Je suis très content. Les filles, elles ont su mettre en pratique tout le travail exécuté cet hiver. Et qu'au final, on a juste déroulé notre jeu et qu'on en a encore sous le pied. Donc j'espère que ça va se dérouler parfaitement pour nous pour cette saison. Et là, le score 19-4 est clair, net et sans bavure. Oui, en troisième manche, ça c'était vraiment un peu inattendu parce que j'ai le souvenir du dernier match de la saison dernière où ça s'était pas bien passé. Et là, on retrouve une nouvelle équipe, des nouvelles joueuses apparemment. Votre objectif pour la saison, c'est quoi? Alors oui, on a fait un petit mercato intéressant avec des joueuses d'expérience. Et on a renforcé notre collectif qui était en construction. Et là, au final, on est en train de se stabiliser en termes de niveau de jeu et de delta de niveau. C'est-à-dire qu'on a une équipe plus homogène qu'avant, la saison dernière, et que là, il faut encore qu'elles prennent leur marque. Donc, nous, on a un objectif, c'est le titre. C'est clairement le titre. On veut être champion de France. On veut être qualifié pour une Coupe d'Europe à nouveau et reconquérir le terrain européen. Eh ben, on vous le souhaite. Prochain match à domicile ou à l'extérieur, c'est quand? Dans 3 semaines, on joue à Évry, notre bête noire de ces dernières années. Ça marche. Eh ben, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Il a faim, Alex. Il dit on veut le titre, on fait des recrutements. Alors je vous explique le softball. S'il y a plus de 7 points d'écart au bout de 5 manches, on arrête le match. Première manche, elle gagne 11-4. Deuxième manche, 19-2. Face aux championnes de France en titre. Voilà, il y a eu des recrues, il y a eu du travail. Alex, il est chaud bouillant. Poppy, on a pu l'écouter aussi. Vous pourrez voir l'interview sur la page Facebook de Mouille le Maillot. Ils sont chauds patates, de bonnes recrues. La mayonnaise prend bien. Je pense que elles sont 2 fois plus motivées. Elles ont une revanche à prendre par rapport à elles en projet. Il m'a dit, il commence à y avoir un petit peu de monde qui est allé les voir à partir du deuxième match. Ça fait plaisir, faudra aller les suivre. Et moi j'irai là, malheureusement, je m'en excuse, j'ai pas pu y être, mais j'espère pour être au prochain très rapidement.
Et maintenant, c'est à vous, messieurs, puisqu'on va parler de Jiu-Jitsu. Alors, on a la chance, en titre, c'est vice-champion d'Europe tous les deux, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, on va vous présenter. Donc, j'ai d'abord Guillaume Garmirian du Agakure Jiu-Jitsu Club, c'est ça? C'est ça même. Et on a également Yann Rollin du Lutador Team HH. C'est ça. Alors, messieurs, félicitations déjà, bienvenue. Merci. Alors, au-delà de ces titres de vice-champion d'Europe en titre, quels sont vos palmarès respectifs? Je sais que on a Yann qui a 2-3 médailles à son compteur. Même un peu plus, je Peut-être pense. un peu plus. Un peu plus. Bah moi, auparavant, je viens du milieu du judo. Ouais. Donc, j'ai fait une carrière de judoka au niveau des championnats de France, équipe de France. Puis bon, au bout de quelques années, j'en ai fait très 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 longtemps, depuis l'âge de 6 ans. Ah oui. Voilà. Et j'ai eu quelques petites blessures. Et à un moment, les règlements intempestifs du judo, Ça t'a... j'en avais, oui, c'était trop en fait. Ouais. Trop de choses ont changé. Donc, je me suis tourné vers le jiu-jitsu brésilien, alors, notamment le jiu-jitsu brésilien et le grappling. À savoir que le grappling, c'est Ouais. la version jiu-jitsu brésilien, mais sans kimono. En fait, c'est en D'accord. short et en t-shirt. Et en général, les combattants de MMA au jour d'aujourd'hui qu'on voit, dont Benoît Saint-Denis, sont aussi Abdul également, qui est champion d'Europe, D'accord. sont des combattants de grappling et de jiu-jitsu brésilien. D'accord. Ok. Voilà. Et alors toi, Voilà. alors du coup, les médailles que tu as pu avoir, Alors- rapidement avant ça, tu étais champion. Alors en Jiu-Jitsu, on va parler de Jiu-Jitsu. Alors en jiu-jitsu, j'ai été champion d'Europe en titre l'an dernier, en 2023, en catégorie, en toute catégorie, et champion de France également, en catégorie et en toute catégorie. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale alors? Cette année, Ouais. Ouais. en mois de novembre, je me fais une rupture du tendon supraépineux, Ah ouais. donc je m'arrête Je le complètement. connais celui-là. Voilà, je m'arrête complètement. Je peux pas me préparer. Donc Ouais. j'ai fait 4 entraînements avant le championnat d'Europe. Et quand même vice-champion d'Europe. Voilà. J'ai fait 4 entraînements et le problème aussi, j'avais pris un petit peu de poids, donc je me suis retrouvé en moins de 100 kilos. Donc en moins de 100 kilos, face notamment même à un Allemand qui devait faire entre 1m90 et 1m95, des gens avec des gabarits Ouais. un peu plus importants que moi. Il a fallu gérer ça. Et puis bon, le manque de préparation, le manque de physique a fait que j'ai échoué en finale face à un Américain. Un Américain, pourquoi un Américain? Parce que au Jiu-Jitsu, en fait, quand vous avez des académies, votre académie est représentée en Europe, donc c'était le cas de cet Américain qui faisait partie de Gracie Barra, qui a des clubs à Berlin, D'accord. à Londres, à Paris, partout. Donc il pouvait participer au championnat d'Europe et c'était lui, et en plus c'est lui champion du monde en titre. Ah ouais. Et bon, c'était pas le problème, moi, c'est pas ce qui m'a ouais. pas ce qui m'a gêné, quoi. Mais donc Tu penses qu'avec un peu plus de préparation, il était à ta portée largement? oui, parce que ça s'est joué à pas grand-chose. J'étais sur une position où j'ai dominé. Et j'ai fait l'erreur, entre guillemets, avant la compétition, de me faire strapper l'épaule par mon kiné. Mhm. Donc bien sûr, tout le monde me visait l'épaule. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai rencontré un Allemand en quart de finale qui, lui, a été à grands coups de pied. Donc au bout d'un moment, j'avais mal, quoi. Ça siffle un peu. Voilà. Le Polonais en demi-finale, non, lui, a été correct. Et l'Américain, il a visé que ça. Donc à un moment, il a attrapé le bras et tout. Et puis, Après, j'ai pas pu tenir. Est-ce que c'est Tant pas pis. un peu malheureusement, c'est bonne guerre aussi, j'imagine. Tout à fait, c'est comme ça. C'est le jeu, toi de ton côté, Guillaume. Ouais. Tu vois un adversaire où tu sais qu'il y a une faiblesse quelque part, tu vas où? Là où il a mal. Hein. Là où il a mal, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Bon, ça a quand même été une belle compétition. Oui, Et parce que je m'attendais pas à aller si loin, en n'étant pas préparé, en étant blessé, donc la douleur toujours à l'épaule, plus la catégorie de poids. J'y suis allé un petit peu en me disant on Allez. verra bien. C'était où? C'était à Paris, à l'Institut National de Judo. Bon, ça te faisait un petit voyage dans la capitale. Ouais. C'est ça, c'était bien. C'était pas mal. Alors ouais, alors tu vas nous raconter un petit peu toi de ton côté. T'as, j'imagine, moins d'expérience que Yann. Non, parce que Non. j'ai commencé avant lui. C'est vrai? Alors, mais ouais, parce que il dit qu'il a commencé au niveau du jiu-jitsu, parce qu'il a fait du judo à 6 Oui, ans. oui, oui. Voilà. Sans porter offense, vous avez pas le même âge. Non. Donc, alors toi, du coup, alors, ça fait combien de temps que t'as commencé le jiu-jitsu, du coup? Ça va faire à peu près 6 ans maintenant, on va dire. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ta première médaille au niveau international ou t'as déjà un palmarès établi? On va dire, j'ai quelques petites médailles, beaucoup moins que Yann. Ouais. Mais l'année dernière, je fais 3e aussi au championnat d'Europe et 3e au championnat de France. Et cette année, vice-champion d'Europe. Donc voilà. Donc ça grimpe. Donc l'année prochaine.
Normalement, la médaille d'or. Voilà. Ouais, Alors toi, comment s'est passée cette journée de compétition? Bah déjà moi aussi, je suis monté blessé déjà aussi. La même épaule? Non, moi c'était au niveau du ménisque. Je suis monté avec le ménisque qui était déjà pratiquement bien fissuré. Donc j'ai fait toute ma prépa physique plus les entraînements au club en étant blessé. Et après j'ai quand même réussi à aller jusqu'en finale. Donc les 3 premiers combats se passent assez bien. Je les gagne, on va dire à peu près sans trop te fatiguer. Voilà, c'était bien. Et la finale, j'ai perdu de rien. Voilà. Ouais, les 2 matchs, enfin les deux finales se sont jouées finalement à pas grand chose. Quelques petits détails, on va dire. Mon Lolo. Expliquez-nous un petit peu la différence entre le judo et le jujitsu pour nos auditeurs. Alors le judo, c'est surtout à l'heure actuelle, c'est plus du combat debout, on va dire. Alors que et des règles qui sont très différentes. Le comptage des points déjà. Le comptage des points. Par exemple, sur le judo, si vous faites tomber quelqu'un sur le dos, c'est ippon, fin du combat, terminé. Au jiu-jitsu, non. Que vous fassiez tomber sur le dos, sur le ventre ou quoi, vous marquez 2 points. Après, c'est un avantage positionnel. Si vous passez en position montée dans le dos, vous gagnez 4 points. Vous voyez. C'est-à-dire dans le dos, c'est une position où vous êtes dans le dos, après vous pouvez aller étrangler. Et après, vous gagnez par soumission. Si vous étranglez, vous faites une clé. Le judo, le comptage des points au sol, vous marquez pas de points, en fait, sauf si vous faites une soumission. Mais au judo, vous pouvez faire une soumission en étranglement uniquement avec le kimono et des clés de bras uniquement sur le coude. Au jiu-jitsu brésilien, comme au grappling, vous pouvez faire des clés sur la cheville, c'est interdit sur la cheville. Au judo, c'est interdit. Ouais. D'accord, ok. Au judo, c'est que le coude. C'est que le coude. Au jiu-jitsu, vous pouvez faire des clés de cheville, des clés de genoux, des compressions aussi, des clés de coude, des clés de poignet, des clés de cou. Dès que je vois des torsions, je regarde plus. Et des étranglements, pareil, vous étranglez comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Ça arrive que des personnes veuillent pas taper jusqu'à ce que le bras cède ou... Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ouais. Parce que comme un étranglement. Quand on est la personne qui tient le bras du gars, on n'a pas envie de lui dire tape, juste le casser. T'as pas envie, parce que là tu sais que t'as quand même le bras du gars. Ça va trop vite. Ça dépend, ça va vraiment très vite des fois. Ouais. Non, moi je me pose pas de questions. Ça vous est arrivé une fois de blesser quelqu'un comme ça? Oui. Une fois aussi. Et alors on n'est pas bien, j'imagine, même quand c'est. Vous avez partie vraiment, vous avez partie du sport et tant pis. Quand on est dans le combat, on s'en rend pas vraiment compte en fait. Ouais. Ça arrive, c'est lui ou nous. Ouais, on est d'accord. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il veut vous faire subir les mêmes choses en face. On est bien d'accord, mais c'est vrai que, c'est un truc. Moi, je me dis, je casse le bras de quelqu'un. Il y a un petit au fond de soi. On se dit, on est sportif, on est quand même. Après, je dis pas que vous avez tort, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté se dire, le pauvre, il y en a pour 6 mois maintenant, quoi. Ouais. C'est un peu. Chouette, je le reverrai pas pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde. Voilà. En même temps, le gars qui t'a tapé l'épaule, lui, il a pas eu de pitié non plus. Il s'est pas posé de questions. Il s'est pas posé de questions, on est d'accord. Et je lui en veux pas. Non, c'est les règles. Vous avez bien raison. Voilà. Vous faites partie tous les deux d'un club, Raphaël et Loab, d'un club différent. Oui. Et qui est, les 2 clubs sont à peine à 200 mètres. Ouais. Alors, même pas. Comment se passe comment ça se fait? Ouais. Ça se fait que c'est des entraîneurs différents, c'est des clubs qui se sont montés ailleurs. Au départ, le Luttador, c'était un club qui était à Roquebrune. Et qui après, donc Badri Rouabia, qui avait des belles installations, nous a proposé de le rejoindre à Saint-Raphaël, parce qu'il comptait aussi développer le MMA. Donc il y avait aussi du grappling déjà, à la JSR, parce que Luttador Team HH, c'est la JSR, le club de Badri Rouabia. D'accord. Et donc nous, on a rejoint leur rang, et c'est vrai que le club de Guillaume est pas loin. Après, nous, entre nous, on est très proches les uns des autres. Que ça soit d'un club ou l'autre, on est vraiment très proches. D'ailleurs, on s'entraîne, ils viennent s'entraîner dans notre club, nous on s'entraîne dans le leur. Et il y a énormément d'amitié. Et est-ce que, parce que ce se voit dans beaucoup de sports aussi, notamment pour des histoires financières, souvent il y a des fusions qui se font. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un jour voir le jour justement? Ou c'est pas, enfin vous êtes juste combattant, vous j'imagine dans les. Ouais, on est juste combattant. Donc, mais est-ce que c'est des choses où vous dites, est-ce que vous, en tant que combattant, vous dites, ça peut être une bonne idée ou finalement vous en foutez un peu quoi? Déjà on s'entraîne souvent ensemble, donc déjà ça permet beaucoup d'échanges. Déjà ça, et après même sur les compètes, on part souvent aussi ensemble. Vous partagez les frais, vous aussi, c'est ça. Ouais, donc en fait il y a une fusion non officielle, naturelle qui s'est fait.
Ouais, et au sein du club, par exemple, dans ton club, toi, Guillaume, il y a combien d'adhérents à peu près? Je vais dire un chiffre en gros, je pense, on va dire avec les enfants et les adultes, entre 50, je pense par là. Ouais, quand même. Alors nous, on est un peu plus parce qu'on a le côté grappling, comme vous disiez, grappling. D'accord. Qui emmène au MMA, donc c'est la mode actuellement, c'est quelque chose qui est très à la mode. Bah, je connais un club sur Draguignan, parce que je sais qu'il y a un club de grappling à Draguignan, mais ici vous le faites aussi du coup? Alors le club de Draguignan, c'est le club qui était à Trans en Provence, en fait, et qui est, c'est Lutador au jour d'aujourd'hui. C'est ce club qui s'était déplacé à Roquebrune et qui est venu à Saint-Raphaël. Mais voilà. D'accord, donc voilà, continue, si je t'ai coupé, désolé. Et nous, oui, on est en début d'année, on s'est quand même retrouvé jusqu'à 80 sur le tapis, quoi. C'est énorme, c'était presque trop. Oui, là, il y a énormément de jeunes qui sont venus, il y a une émulation, quoi. C'est vraiment l'effet de mode MMA qu'on voit à la télé qui fait ça. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Oui, tout à fait, oui. C'est ça, ouais. Bah, en fait, on dirait que tous les jeunes qui voulaient faire du foot maintenant, ils veulent tous faire du MMA. Mais bon, après, c'est un peu plus dur que le foot. Hein. Ah, j'imagine que c'est pas pareil. Tous ne restent pas, parce que bien sûr, c'est très dur physiquement. C'est très dur physiquement, voilà, et c'est long. On va dire, c'est un chemin qui est très long. Même nous, malgré nos titres ou quoi, on est toujours dans la recherche technique. Enfin, moi personnellement, je suis un éternel mécontent. C'est jamais assez. C'est jamais bien, je me trouve jamais d'excuses, c'est jamais suffisant, j'ai toujours l'impression d'être mauvais, et oui. Est-ce que vous avez des coachs à titrer pour vous, ou comment vous essayez de progresser vos techniques? Déjà, avec nos coachs respectifs. Oui. Après, moi, ce qui est bien, c'est que je suis pas aussi costaud qu'Yann. Donc, je suis dans une catégorie de léger. Donc, ce qui est bien, c'est que dans mon club, il y a tous les profs, ils sont légers aussi. Donc, déjà, ça permet de prendre modèle sur eux, de demander beaucoup de conseils. Donc, déjà ça. Et après aussi, on peut regarder pas mal de vidéos d'autres grands clubs sur les réseaux. Ça peut nous servir aussi de modèle, et après on peut les mettre en pratique pour améliorer notre jeu aussi. D'accord. Et toi, Yann? Nous, on a des coachs, de très haut niveau, on va dire, qui heureusement qui sont là, chacun avec un style différent. On a un petit jeune là d'ailleurs qui monte, on entendra parler, Léo Séjalon là, qui a une maturité sportive exceptionnelle, quoi. Qui en plus d'être un grand technicien, il est derrière nous. On est conseillé par un jeune qui a même pas 25 ans. Des moments, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et après, moi j'ai Julien, Parisot, j'ai les deux jumeaux. Voilà. Après, même quand je m'entraîne dans le club de Guillaume, ses entraîneurs n'hésitent jamais à nous montrer quelque chose. Ah oui, de toute façon, après, c'est des conseils. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup dans le partage en général. Il y a un partage qui est fabuleux. Il y a pas. À quel âge c'est un sport où à partir de quel âge vous pensez on a à maturité? Ça dépend déjà. Il y a pas vraiment si on le commence avant jeune, 25 ans, non. Non, ouais. À partir de 30 ans, je pense qu'on commence à voir un peu mieux. Ouais. Parce que comme je disais, c'est beaucoup d'expérience. Il faut c'est beaucoup d'expérience. Voilà. Nous, c'est ce qui me permet de durer. Regardez-moi à mon âge. Quand le combat va trop vite, j'essaie de ralentir. J'essaie de plus arriver dans un côté technique, de changer de côté, d'être travailler à droite ou à gauche, gêner l'adversaire. Il y a le côté expérience et il y a le côté physique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est un sport, il n'y a jamais d'arrêt, en fait. On n'arrive jamais au bout. On sera jamais au bout. On ne pourra jamais tout apprendre. On est obligé de. Ouais, c'est pour ça que c'est fabuleux. C'est une quête sans fin, mais c'est extraordinaire, quoi. Prochaine compétition pour vous, messieurs, c'est quand? Les Masters Europe à Barcelone. Oui, c'est ça. L'Open de France à Marseille. Les championnats de France en grappling et championnats de France en jiu-jitsu. Voilà. D'accord. Et c'est quand? Vous avez la même compétition du coup? Oui. Déjà là, moi, j'étais en arrêt pendant un mois. Je me suis opéré pour mon ménisque. Donc, le 18 et le 19 mai, il y a les championnats d'Europe, comme Yann l'a dit, Master à Barcelone. Et après, il y a les championnats de France mi-juin aussi.
Donc moi, c'est les 2 seuls que je vais faire, je pense. C'est déjà pas mal. Ok. Oui. Bon, et juste rapidement, est-ce qu'il y a des endroits où on peut venir voir vous combattre dans la région? C'est pas encore prévu ça, des réunions dans le coin? À Marseille. À Marseille, mais sinon sur Saint-Raphaël, c'est pas encore. Non, parce que nous, maintenant, on combat, on va faire le championnat de France pour les faire, mais on va plutôt à l'international. International. Voilà, les compétitions nationales, on en fait. Bon, messieurs, on aimerait parler des heures et des heures avec vous parce qu'on sent que vous êtes des passionnés, que vous avez beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on vous recevra à nouveau pour continuer à parler de tout ça parce que c'est toujours un plaisir. Ils reviendront nous voir avec leur médaille. Mais toujours. Leur médaille d'or cette fois-ci. En tout cas, Yann, Guillaume, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Très très bientôt. Et on va passer maintenant à l'agenda de la semaine. Alors, dis-moi, Armand, au niveau du hand, du hand, oui, c'est ça. Armand et le hand. Il n'a jamais vu un ballon d'hand de sa vie, moi je dis le hand. Ah, si, j'y ai joué, mon ami. Oh là là. Eh oui. Comme quoi? Bah oui, mais bon. Mais lui, en plus, à l'époque, du coup, il s'est assis dessus. il jouait sur le terrain de foot à 11, lui. Non, le problème, c'est que j'avais tendance à prendre des cartons. Au niveau du rugby, alors, 6 nations terminées, Toulon. 6 nations terminées, Toulon, Montpellier, à la maison. T'as intérêt de le gagner, celui-là, parce que sinon ta saison, elle est morte. Vu le niveau des matchs que t'as joué précédemment et que t'as effectué, écoute, on est en droit de s'inquiéter. Avec les retours. Mais tu auras le retour du patron, à savoir Baptiste, à savoir le grand Charles. Patron, ouais. Et puis après, Gabin revient. Et sur la prestation qu'il a donnée au Racing, qui était un match absolument épouvantable, un des rares qui est surnagé par tréma, tu vois, par pointillé, c'était Gabin. Bon. Donc j'espère que on va arriver à faire quelque chose. Moi, je me pose une question. Quand est-ce que le maître s'en va? Non, ça c'est ton problème, c'est histoire de valet-toi. J'aimerais comprendre quand on va pouvoir arriver à se servir du fameux système Massy. Andrea Massy, entraîneur des 3/4, a voulu créer un nouveau système. Seul problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui comprend. Bon, on verra donc pour le RCT. Du coup, ensuite derrière, le CARF, on en parlait. Très important le match. Réception de Montmélian dès 13h30 pour l'équipe Espoir, 15h10 pour l'équipe première. Non, Espoir, réserve. Alors on appelle ça Espoir maintenant. Ah bon, et depuis quand? Depuis 2 ans. Oh. On appelle ça l'équipe Espoir où tu as le droit d'avoir que 3 ou 4 joueurs de plus de 25 ans. Bon, Fédéral 2B, quoi. Fédéral 2B, tout à fait. Ouais. Restons pour les anciens. On passe à autre chose. Voilà, donc pour le rugby, on est bon? Non, parce que il y a le sommet en Fédéral 3. Ah. Et oui, le RCD qui reçoit Cavaillon. Ah, j'allais dire Mourillon, non. Étant entendu que les deux clubs sont à 61 points ex aequo et que le RCD a ne m'oblige pas camarade parce que sinon ça va mal finir. Et conclusion de l'opération, le RCD ayant un match de moins joué, ça y est, on a perdu Laurent. Et voilà. Tu vois, franchement. J'ai rien fait. C'est pas moi. Voilà, voyons. Et après on reçoit des lettres. J'étais pas là ce jour-là, moi. J'étais pas là ce jour-là. C'est pas grave. Ouais. À cause de temps, on va recevoir une lettre. Encore. Il y en a marre. Non, conclusion de l'opération, c'est le match de l'année en Fédéral 3, poule 7. Bon. À gagner à tout prix. À gagner à tout prix. Parce que, même si t'as un match de moins, t'es en tête. Et là, tu as soit ta suprématie de manière définitive. Et on commence à te regarder vraiment autrement. Handball, déplacement du Saint-Raphaël Handball samedi chez un concurrent pour la 5e place. Nîmes. Qui ne réussit pas beaucoup. Non, mais tu sais quoi? Je vais te dire, j'y crois. Ben, j'y crois toujours, moi. J'y crois en sachant en plus que Limoges reçoit le Paris Handball. Ouais. Donc, il y a moyen. S'il gagne à Nîmes, ils peuvent se détacher au moins de 2-3 points. Draghi reçoit un gros. Voilà, un Montpellier, l'équipe réserve, le centre de formation de Montpellier. Ça fait mal, ça. Voilà. Donc, il va falloir relever la tête après après cette défaite là, et relever la tête contre Bordeaux, tout à fait. Bon. Et les filles du Val d'Argent doivent aussi relever la tête. Aussi. Voilà, contre la réception de Beauvalon samedi à 20h. Voilà. Bon, voilà. Donc on va continuer. Attends, c'est pas fini avec jeudi. Ah non, c'est vrai. Jeudi avec le volley puisque. Ah mais c'est pas fini. Ben non, ils en sont qu'à 2-0. Ils vont maintenant c'est 2-0, mais enfin 3-7-0 deux fois. Non, 3-7-1. 3-7-1 deuxième. Et là du coup ils vont recevoir maintenant. Ça va être recevoir maintenant pour relever la tête et pour passer en demi-finale pour nos amis Fréjussiens. À partir c'est jeudi 20h. Ils n'ont perdu qu'un match à la maison cette année. Et jeudi ils en ont pas gagné beaucoup à l'extérieur.
Donc jeudi 20h pour venir encourager à la salle Sainte-Croix les Fréjéciens. Allez-y nombreux comme toute la saison. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Voilà.